Bonjour et bienvenue sur ce premier numéro d'En attendant le Congrès. Comme vous le savez, le Congrès HLM 2020 a été reporté en 2021, crise sanitaire oblige. Grâce à cette crise, pour ne pas dire encore une fois à cause d'elle, nous avons imaginé ce nouveau rendez-vous pour se retrouver ensemble avec des acteurs de notre territoire pour parler logement social. Ainsi, de congrès à congrès, nous vous donnons rendez-vous régulièrement pour rester connectés. L'USH rappelait il y a quelques jours à peine, lors de l'organisation de la journée Les HLM pour la relance, l'importance du logement social pour construire une société durable et inclusive. C'est justement le thème de notre premier numéro, puisque nous allons parler ensemble du bien vivre ensemble et plus précisément des résidences intergénérationnelles. Mais avant d'aller plus loin sur ce thème, nous ne pouvons évidemment pas ne pas parler du contexte sanitaire si impactant que nous vivons actuellement et qui donne un sens tout particulier au logement. Emmanuelle Wargon, ministre en charge du logement, le rappelait récemment. La crise sanitaire et le confinement ont mis en avant, peut-être comme jamais, le sujet des conditions de logement. Je vous propose tout de suite un retour en images. En France, un formidable élan de solidarité. Pour beaucoup, c'est devenu un mode de vie. Rentre pas, c'est l'objectif de l'après-midi. Verra-t-on davantage d'attention portée aux personnes âgées ? Les liens intergénérationnels se sont dissolus. Les personnes âgées ont plus que jamais besoin de nous. C'était l'un des messages du ministre de la Santé mardi matin sur RMC. 1 300 000 personnes se retrouvent encore plus seules pendant ce confinement. C'est maintenant, à mon âge, où je me sens un peu isolée, effectivement. Je me sens isolée. Et j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais enfin, depuis qu'il y a la cantine, je vois beaucoup plus de monde et surtout, je vois les enfants. Quand il y aura le temps, tu peux venir travailler chez moi, j'ai des volets à peindre. Ah, bah oui, ça pourrait se faire. Avec moi pour démarrer cette émission, je reçois Ephraim Balsi, directeur général de Claisance. Ephraim, bonjour. Bonjour. Alors, on l'a vu avec ces quelques images, le logement et particulièrement le logement social ont été très impactés par cette période de confinement. Comment ça s'est passé chez Claisance ? Alors chez Claisance, qui est un bailleur social qui intervient dans les Hauts-de-France avec près de 100 000 locataires, c'est pas neutre, on a été surpris, comme tout le monde. On a activé notre plan de continuité d'activité et globalement, ça s'est plutôt bien passé. On a dû un peu, avec les IRP, faire en sorte, avec deux missions importantes, c'est de protéger d'abord nos salariés, ça c'est important, mais aussi les locataires. Et c'est véritablement ce dispositif qu'on a réussi à mettre en place. Les équipes ont vraiment été au top, disons-le. On était à 70% du personnel en activité. Donc là, ça nous a permis d'avoir véritablement une efficacité, même si les agences étaient fermées. On a dû redéployer avec un centre de relations clientèle un dispositif renforcé, c'est-à-dire que des équipes en interne sont venues aider les équipes du CRC, ce qui ne se faisait pas habituellement. Et donc là, je trouve que ça a aussi réveillé un élan de solidarité au sein de Claisance. Ça n'a pas été simple, mais très honnêtement, on s'en est très bien sortis. Et au niveau du logement, justement, si on s'intéresse à la situation de vos locataires, est-ce qu'il y a de nouveaux enjeux qui sont particulièrement apparus suite à cette période de confinement, des prises de conscience ? Tout à fait, c'est vrai. Les gens veulent des espaces extérieurs, veulent des jardins, etc. Donc là-dessus, effectivement, on est assez vigilants maintenant dans nos programmes à venir pour proposer cela. Au-delà, on se rend compte que finalement, le locataire, c'est un client et que certaines catégories ont besoin de services. Nous, Claisance, également d'autres bailleurs, mais c'est vrai qu'on a été quand même assez en avance là-dessus. Des collaborateurs volontaires ont décidé d'appeler des seniors pour les appeler, pour savoir comment ils vont, pour savoir s'il y a des difficultés ou pas, s'ils ont besoin d'aide, logement ou pas. C'est-à-dire que s'ils avaient des difficultés, on les mettait en relation avec les services de la ville, par exemple. Donc ça, un premier besoin. On a aussi vu qu'en termes de services, il y a des jeunes, finalement, dans des quartiers qui sont solidaires. Très honnêtement, là, il y a une vraie solidarité envers les familles et envers les seniors pour aller faire leurs courses, les aider au quotidien. Et c'est vrai qu'on a vu que finalement, le logement, c'est pas
qu'un produit, c'est d'abord un service aujourd'hui et surtout pour certaines catégories. Alors, on va le voir tout au long de cette émission, il y a un vrai enjeu de lien social, il y a un vrai enjeu autour du bien vivre ensemble. Vous évoquez les seniors, vous évoquez dans le même temps les jeunes, on va beaucoup parler de résidence intergénérationnelle. Mais là, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en exergue par rapport à ces relations entre les différents locataires de Claisance? On avait des idées déjà, c'est vrai que l'intergénérationnel, c'est quelque chose qu'on fait depuis un moment, pas de façon très développée, ça restait assez marginal comme activité. En général, quand on parle de construction, c'est du traditionnel. On a voulu accélérer ce qu'on appelle, nous, les logements spécifiques, les logements thématiques, pour justement aider entre cette idée d'intergénérationnel dont vous parlez, entre les seniors, les étudiants, les jeunes, avoir finalement des logements adaptés, et ce n'est pas que des logements, c'est tout un environnement avec le service, avec des espaces en commun qui sont partagés, avec aussi des associations qui viennent animer, qui font le lien aussi avec les services de la ville, de la communauté d'agglo, etc. Il faut faire vivre tout ça. On voit que finalement, avec des logements et une organisation et un produit spécifique, le service sera là, et c'est ce que veulent et les jeunes actifs et les seniors. Les jeunes actifs, ils ont aussi besoin de services. Je le disais en introduction de cette émission, on ne peut pas évidemment ne pas penser au congrès HLM qui aurait dû se dérouler cette semaine à Bordeaux. C'est un rendez-vous pour la profession important, c'est une institution pour le logement social. C'est évidemment dommageable ce report. C'est vrai qu'on a tous été surpris. Et encore aujourd'hui, on le regrette, mais c'est comme ça. On ne pouvait pas faire autrement. C'est quand même un des plus grands événements en France. C'est des milliers et des milliers de personnes. On avoisine quand même les 30 000 personnes. Donc c'est quand même assez difficile à gérer. Ça sera pour l'année prochaine, c'est pas grave. Et donc cette idée, effectivement, de se voir et de rencontrer les partenaires, c'est pour nous très important parce que l'innovation, l'intelligence qu'on a dans le logement social, on ne peut pas y arriver seul. On a beau recruter des gens très compétents, c'est d'abord un travail de partenariat. Et ce travail de partenariat, c'est avec des financiers, c'est avec d'autres bailleurs, c'est avec des promoteurs, des entreprises, l'État, les élus. C'est vrai qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup d'acteurs. Mais ce moment de se rencontrer, d'échanger les idées, parce qu'on ne reste pas seulement en Hauts-de-France, la qualité et la richesse du congrès, c'est des gens venus de toute la France, y compris des îles. Et on échange, on réfléchit et on essaye aussi de mieux faire connaître le logement social. C'est le moment où on réaffirme aussi à la population et aux élus notre utilité sociale. J'ai envie de vous poser une dernière question qui, justement, quand on parle du congrès, est presque évidente, mais quel est, d'après vous, aujourd'hui, le rôle du bailleur social? C'est quoi être un bailleur social en 2020? C'est vrai que le mot même bailleur social simplifie trop les choses. On n'est pas seulement gestionnaire d'immeubles avec des locataires. En général, c'est l'image qu'on peut avoir. On va au-delà. On fait le métier de promoteur. On achète aussi, parce qu'on ne peut pas construire tout nous-mêmes. On achète en VFA. On gère des logements. On le gère non pas comme une agence immobilière, mais comme une entreprise, un organisme qui a une responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on a une mission d'intérêt général. Et cette mission d'intérêt général, le privé ne l'a pas. Donc on a un engagement beaucoup plus important envers les élus, envers les habitants. Lorsqu'on construit un bâtiment, on le gère pendant 60 ans, 70 ans, enfin jusqu'à la fin. On le réhabilite ou on le démolit. Donc on a une vraie responsabilité. On est un acteur également économique pour le territoire. Ça, c'est important aussi. On fait du syndic, on fait beaucoup de social. Ces logements thématiques, justement, viennent renforcer ce rôle au niveau du lien social, justement. On fait beaucoup de choses. On ne fait pas qu'encaisser des loyers, ce qu'un bailleur privé fait, et où on n'est pas comme un promoteur à construire et puis finalement à laisser d'autres gérer. On a une mission qui est en réalité très complexe, d'où l'importance aussi de ces échanges avec les autres pour tout le temps
être finalement dans l'innovation, améliorer la qualité de service pour nos clients. Donc on ne parle même plus de locataires, on a des accédants, on a des demandeurs, on a vraiment des clients au sens général. Les élus, c'est des clients aussi. Donc c'est pour ça que le métier bailleur social, il faudrait peut-être trouver un autre nom, mais il englobe énormément de métiers. Un beau métier en tous les cas. Un très beau métier. Ephraim, merci. Je vous propose tout de suite de poursuivre cette émission avec un deuxième plateau d'invités. Je vous le disais il y a quelques instants, pour ce premier numéro d'En attendant le congrès, nous allons parler du bien vivre ensemble. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alexandre Duclos, docteur en sociologie et responsable de projet chez Madopa, et Bernard Hasbrouck, maire de la ville d'Armentières, une commune du nord de la France. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Bonjour, Florence. Alexandre, je me tourne tout de suite vers vous. Je parlais de Madopa il y a quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous resituer ce que c'est que Madopa ? Très bien. Donc, Madopa, c'est un centre expert de nature associative avec un portage mutualiste. Et ce qu'on fait, notre raison sociale, c'est de travailler au maintien en autonomie des personnes âgées à domicile. Pour le dire autrement, faire en sorte que les personnes âgées puissent vivre le plus longtemps possible chez elles en vivant le mieux possible. Bon, voilà. Ce qui passe par évaluer ou co-construire des politiques de santé, des services de santé, des technologies de santé, mais aussi plus généralement des politiques de la ville, travailler sur le logement, enfin voilà, c'est notre raison d'être. Alors, votre casquette de sociologue chez Madopa vous amène à vous rendre beaucoup sur le terrain, à étudier un petit peu le vivre ensemble, justement, comment on habite ensemble, les interactions qui peuvent se passer, d'aller au plus proche de ce que vivent les habitants ou les locataires. Comment vous définiriez précisément votre mission aujourd'hui ? Je dirais que ce qui résume le mieux ma mission, c'est d'être porte-parole d'une certaine manière. C'est-à-dire que notre travail à nous, quand on utilise un gros mot, vivre ensemble, bien vieillir à domicile, intergénérationnel, etc., c'est de ne pas prendre le mot pour acquis, d'aller voir les populations qui sont prises en charge par ces politiques ou ces services-là, de les interviewer, de prendre leurs mots, leurs représentations, leur vie, leur façon de s'entraider, leur façon de subir les choses, etc., et de porter cette parole au maximum et de la manière la plus construite possible pour qu'elle puisse inspirer ou corriger la politique, le service, la technologie qu'on dispose pour eux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous travaillez au bénéfice de quel type de structure ? On travaille pour. Oui. Par exemple, un bailleur social, ça peut être un exemple, mais des collectivités territoriales, ça peut être aussi avec des hôpitaux, avec des mutualités, c'est toutes sortes d'acteurs qui vont avoir, dans leur politique, un impact sur la situation des personnes âgées. En gros, c'est le cœur de métier, même si on travaille sur d'autres types de populations. Finalement, c'est aller au plus proche de l'habitant pour comprendre quel est son quotidien. Oui. Et puis, qu'est-ce qui le tient ? Qu'est-ce qui fait sens pour eux ? La crise sanitaire n'est malheureusement pas encore derrière nous, mais est-ce qu'avec ce regard de sociologue, vous avez observé déjà des choses, des impacts sur le vivre ensemble ? Je dirais que ce n'est pas tant des changements qu'on observe, plutôt des continuités qui sont un peu plus dures à vivre. Deux petites différences comme ça, mais qui ont leur importance, de mon point de vue. C'est la distanciation et le masque. Le masque, c'est quelque chose de très très singulier. Avec le masque, pour être quelqu'un de responsable, je dois dissimuler mon visage. Donc ça, c'est quelque chose qui crée de la distance. Et évidemment, la question de la distanciation sociale dans l'usage du corps, pour les populations dont je m'occupe plus spécifiquement, c'est-à-dire les personnes âgées la plupart du temps, c'est quelque chose d'assez douloureux. Là encore, c'est au lieu de témoigner la façon dont je tiens à toi en te touchant, en t'approchant, je te témoigne de mon respect en me distançant. Donc je dirais que c'est deux changements. Oui. Pour le reste, on est vraiment dans des éléments de continuité, de prise de conscience, de faits, dont en réalité on s'occupe tout le temps. D'après votre expérience sur le terrain, parce que je le disais tout à l'heure, vous êtes beaucoup sur le terrain, pourquoi et comment le bien vivre ensemble fonctionne ou ne fonctionne pas dans les résidences intergénérationnelles ? Le mot intergénérationnel peut être utilisé un peu n'importe comment. En d'autres termes, c'est très très difficile de faire un autre logement qu'un logement intergénérationnel. En gros, on fait toujours de l'intergénérationnel parce que dans le fond, toutes les générations sont toujours mélangées dans tous les types d'habitations qu'on peut produire. Alors on dit intergénérationnel. Est-ce que ça veut dire que les jeunes et les vieux, si vous me permettez l'expression, se subissent les uns les autres ?
Est-ce que ça veut dire que c'est une situation subie ou est-ce que ça veut dire qu'on a construit sur les différences une forme de symbiose, c'est-à-dire que les spécificités des uns bénéficient aux autres et réciproquement. Ça demande deux choses. D'abord qu'on n'ait pas procédé à une espèce d'ingénierie sociale brutale qui, sur des critères objectifs, a placé ensemble des personnes qui n'avaient pas envie de vivre ensemble. Il est préférable qu'il puisse exister quelque chose comme, j'appelle ça une démocratie locative. C'est-à-dire que même des locataires, bien qu'ils ne soient pas propriétaires, bien qu'ils ne participent pas à un conseil de copropriété, puissent effectivement intervenir sur les conditions de la vie en commun, choisir l'attribution des locaux, choisir la décoration des choses et travailler ensemble à l'endroit où ils vivent, quoi. Finalement, c'est créer le désir de vivre ensemble. C'est commencer par enlever les obstacles et ensuite disposer de l'espace de négociation, créer du négociable, quoi. Ouais. Créer du lien social. Mais justement, monsieur le maire se manifeste, c'est très bien. On a la chance donc d'avoir un élu sur ce plateau. En tant que sociologue, et puis au vu des travaux que vous menez, qu'est-ce que vous auriez envie de lui préconiser ? Alors, je sais que c'est toujours un peu compliqué de donner des conseils, mais ça peut toujours être intéressant d'avoir une vision extérieure et puis affûtée de terrain. Je dirais simplement d'être le plus prudent possible dès lors qu'on est dans une perspective d'ingénierie sociale, et puis de laisser les chiffres un petit peu de côté, et surtout laisser du négociable, laisser toujours une part de non maîtrisé et de négociable dès lors qu'on entre dans une planification de construction. C'est tout ce que je pourrais très très modestement suggérer. Mais donc l'idée, c'est d'avoir une part variable et une part fixe. Exactement. Et de travailler sur la culture des services de la municipalité pour que cette part variable soit là non seulement lors de la rédaction du cahier des charges, mais encore dans la vie de l'institution, et qu'elle existe réellement. On ne se paye pas de mots. Voilà. Merci Alexandre. C'est un plaisir. Bernard Asbrook, je me tourne vers vous. Alors, je le disais, vous êtes maire d'Armentières, donc une commune de 26 000 habitants, depuis 2008 maintenant, donc ça commence à faire quelques belles années, un beau retour d'expérience. Une question alors, qui peut sembler tarte à la crème ou pas, mais aujourd'hui, comment vous définiriez votre rôle de maire ? Bien, je vous dirais que quand on s'occupe d'une ville qui est modeste et qui doit, on va dire, s'affirmer dans une métropole européenne de Lille qui est en mutation, le rôle d'un maire aujourd'hui, il est vraiment, d'être très impliqué dans ses quartiers, très impliqué dans les choses de la vie. Il faut veiller à ce que ce vivre ensemble, ce qui fait sens et ce qui fait lien social, puisse subsister. Donc c'est une période tout à fait particulière qui appelle énormément d'attention, des points de vigilance assez nombreux, et puis bien sûr une mobilisation des services, parce que dans cette période-là, on voit qu'il y a des ruptures de liens. Pour les personnes âgées, puisque c'est le sujet, le repli sur soi est terrible. Il y a aussi une mise en réseau de tous les acteurs. Et ça, ça peut être très important en fonction des objectifs que vous suivez, parce qu'il n'y a pas de pensée unique d'abord, et ensuite, on est un acteur, la collectivité locale, mais bien entendu, tout est interdépendant. Et le sens, c'est de faire converger des politiques, que ce soit par exemple le département, on parle de la personne âgée, et donc c'est une compétence départementale, mais aussi ce que peut apporter l'État, ce que peut apporter d'autres partenaires, y compris d'ailleurs le secteur médical et paramédical et socio-médical. Donc voilà, aligner des planètes, parfois c'est aussi difficile. Je vais rebondir sur la notion de proximité que vous évoquiez. Quelles sont, d'après vous, justement, les attentes des personnes les plus âgées de votre ville ? Il faut trouver des solutions d'habitabilité, de confort, de service, d'assistance qui touchent aussi bien sûr, les finances, mais aussi l'autonomie, et probablement repenser un certain nombre de modèles classiques. Et donc c'est le sujet, je pense, que nous abordons aujourd'hui, maintenir le plus longtemps possible, parce que tout simplement c'est le désir de la personne qui vieillit, cette autonomie, avec toutes les facettes de cette autonomie, et aussi
et apporter des réponses lorsque l'autonomie devient compliquée. Donc c'est un vrai sujet de société dans tous les domaines. J'étais il n'y a pas si longtemps encore vice-président en charge de l'habitat et nous préparions le plan local de l'habitat, troisième génération. Eh bien, le vieillissement est un grand thème de réflexion, d'analyse, mais aussi de préconisation, savoir s'adapter, savoir évoluer. Vous êtes maire depuis 12 ans, donc ça commence déjà à faire un beau retour d'expérience. Est-ce que vous observez des évolutions significatives, justement, notamment depuis cette fameuse crise sanitaire ? Le Covid crée des barrières. D'ailleurs, on passe son temps à assurer une distanciation. C'est quelque part qu'on met des barrières donc, entre la spontanéité, entre le naturel des relations, et surtout la peur, puisqu'on sait que la fragilité la plus forte, ce sont dans ces générations-là. Donc repenser les services et surtout essayer de corriger justement cette situation. On a absorbé un plan canicule qu'il fallait aussi surajouter aux difficultés aujourd'hui de la pandémie. Je pense que le logement est un aspect, mais le médical en est un autre. Le service en est tout autant. Donc, vous voyez, je pense qu'on est devant une énorme prise de conscience que ces catégories de la société méritent que l'on fasse évoluer bien des sujets et surtout que l'on repense peut-être les stratégies et les politiques publiques. Et donc, c'est un sujet essentiel. Vous avez à Armentières plusieurs expériences en matière d'intergénérationnel, de résidence intergénérationnelle. Avec votre regard aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne dans ce type de structure et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Armentières a une expérience assez ancienne en matière d'accompagnement du vieillissement. Mes prédécesseurs ont fait beaucoup de choses. On continue bien sûr à essayer de moderniser. Il n'y a pas si longtemps, j'étais allé chercher le prix national de la Caisse des dépôts sur justement les stratégies de vieillissement. Donc nous avons une certaine expérience, mais restons modestes, parce que les choses évoluent très vite. Le débat, il est bien autour de l'autonomie. Et donc il faut inventer de nouvelles propositions d'hébergement et propositions de vie collective. Donc c'est le sujet majeur. Il faut tenter de protéger sans soumettre et sans imposer. Et donc c'est cette stratégie-là qu'il faut essayer de faire naître partout, bien sûr, et d'entraîner tous les partenaires, les constructeurs bailleurs, comme bien sûr les pouvoirs publics, dans une révision du modèle social qu'on veut proposer à nos aînés. Alors, vous avez fait le choix d'implanter une résidence intergénérationnelle Maison de Marianne by Claisance. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce modèle ? Le mot intergénérationnel, qui n'est pas simple, parce qu'on ne le décrète pas. On le construit, on le suggère, et ensuite, il faut qu'il trouve sa place. Parce que justement, on vient de modèles cloisonnés, qui fonctionnent, mais qui parfois n'incluent pas. Nous devons avoir une vision inclusive sur le vieillissement. Ça, c'est, je pense, un postulat. Et à partir de là, je pense qu'il faut protéger sans imposer. Et le modèle que les maisons de Marianne proposent, pour l'avoir visité, est justement de recomposer sans imposer. Alexandre parlait tout à l'heure de recomposer une vraie complémentarité entre les jeunes générations et la personne vieillissante. Eh bien ça, c'est un enjeu de société majeur. Et je pense que plus on inclut, et c'est le concept, je pense, des maisons de Marianne, plus on inclut, plus on a des chances de tisser ce lien, surtout bien sûr que parfois on peut l'y aider. Et c'est vrai qu'avec une animation, on peut proposer des échanges, on peut proposer des services, et le fait d'être dans la proximité, mais aussi dans l'inclusion, eh bien, peut favoriser, je pense, ce maillage-là. Et il est important pour la personne qui vieillit. Et pour reprendre vos mots, favoriser le lien social, parce que finalement, tout le sujet est là. Bien sûr, bien sûr. Proposer sans imposer, rompre l'isolement. Alors Alexandre, je me tourne vers vous. Peut-être que vous avez envie de réagir aux propos de Bernard Hasbrouck.
Pas réagir, mais simplement compléter et pour mettre en lumière toute la difficulté de ce travail que vous engagez de protéger sans imposer. C'est en fait vraiment un travail de dentelle, un travail extrêmement délicat et qui peut se simplifier dès lors qu'on inclut dans le dispositif la possibilité pour les personnes âgées de prendre la parole et d'agir en tant que sujet. Je retiens le terme de dentelier, ça tombe bien, on n'est pas très loin. L'écoute, le lien social, finalement, comprendre qui est chaque individu, c'est aller derrière chaque individualité. Qu'est-ce qui le tient ? Qu'est-ce qui le tient ? Et on ne peut pas s'intéresser à chaque personne, mais il faut lui laisser la place de composer elle-même son panier de services, si on veut bien, et voilà, comment elle pourra s'investir. Si je peux me permettre un mot, l'intérêt d'une animation bien faite, c'est d'être le révélateur permanent du besoin et justement de sortir par l'existence de lieux communs de cette relative exclusion qui peut être imperceptible et subie pour provoquer justement, on va dire, la réinclusion dans un milieu ambiant un peu plus collectif. Là, en l'occurrence, ce que propose Bike Plaisance, c'est de finalement assurer cette forme de révélateur permanent. Ah oui. Et ça, c'est évidemment nécessaire si on veut réussir la vraie inclusion. Bernard Hasbrouck, merci. Alexandre Duclos, merci. Cette émission se poursuit avec un troisième et dernier plateau d'invités. On rejoint sur le plateau En attendant le congrès, Éric Vialatel, président des Maisons de Marianne. Bonjour. Michel Langlois, président de l'association Marianne Solidarité, et Véronique Binet, directrice des logements thématiques chez Claisance. Bienvenue à tous les trois. Merci. Merci. Véronique, je me tourne vers vous. D'abord, une petite précision. De quoi on parle quand on parle de logements thématiques ? De quoi on parle ? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de construire simplement des logements. Il faut pouvoir répondre aux attentes de chacun, de trouver sa place dans la vie, dans la ville, dans le logement, dans la résidence. Et en fait, chez Claisance, nous avons décidé de créer une direction spécifique pour répondre à l'ensemble de ces besoins, c'est-à-dire de trouver la place pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes vieillissantes, pour tous les jeunes, les publics, je dirais qu'on peut dire différents parfois, mais qui doivent trouver leur place dans la vie. Alors, vous avez fait le choix, il y a quelques mois maintenant, de développer une résidence intergénérationnelle avec les Maisons de Marianne. Comment est née cette collaboration ? On a souhaité prendre contact avec tous ceux qui avaient proposé des résidences intergénérationnelles pour voir un petit peu ce qui était proposé. Et nous étions partis du postulat de dire que on n'était pas en mesure de gérer seul ce type de résidence. Nous avons rencontré Éric et son équipe. Cette rencontre a été fructueuse et on a mené un travail ensemble pour compléter, parce que je crois que je dois remercier Éric et son équipe d'avoir accepté d'associer Claisance à leur réflexion et faire avancer leur projet aussi qui existe depuis un certain nombre d'années sans nous. Alors, c'est un premier partenariat de cette nature pour Claisance. Qu'est-ce qui vous a motivé dans son développement ? Ce qui était intéressant dans cette rencontre aussi, c'était de pouvoir aller plus loin, puisque en fait, aujourd'hui, les résidences intergénérationnelles fonctionnent bien, enfin relativement bien, à la première mise en location. Ensuite, ça s'étiole un petit peu, et puis d'autres locataires arrivent, les attributions de logement se font différemment, et puis ça devient finalement une résidence tout à fait ordinaire. Et l'écoute que nous a apportée l'équipe d'Éric, c'était de dire on co-construit et on essaie de travailler voir ce qu'on peut faire dans la durée et de faire de différents pour intégrer et dans la ville et dans la vie et faire que cette résidence vive d'une manière harmonieuse et en interaction, en tout cas, entre les différents habitants. On est en train de parler d'un partenariat durable. Durable, oui. Je me tourne vers vous, Éric, j'ai envie de vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce partenariat ? Écoutez, nous, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille sur ce projet et sur cet accompagnement. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'en 10 ans, on a très vite compris que le partenariat avec les bailleurs sociaux était fondamental. Donc, c'est bien de le mettre en place et de le développer au cas par cas en fonction des résidences qu'on crée. Je considère que là, on a passé un cap, c'est-à-dire on met en place un partenariat sur lequel on va travailler pendant plusieurs années,
Ça ouvre évidemment une collaboration beaucoup plus étroite avec le bailleur et ça ouvre aussi pour moi beaucoup de champs d'investigation, notamment sur l'innovation sociale, parce que je considère que, encore une fois, quand on parle d'intergénérationnel, on parle beaucoup d'irrationnel, c'est-à-dire qu'on parle de rapports humains et le travail des rapports humains nécessite de l'expérimentation. Et donc quand on sait qu'on va travailler avec un bailleur social qui va nous accompagner dans cette démarche et qui est aussi convaincu de la démarche, c'est que du bonheur. Donc évidemment que pour nous, on y voyait un très grand intérêt. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes le président des Maisons de Marianne, mais vous êtes aussi le fondateur des Maisons de Marianne. C'est une structure à laquelle vous êtes très attaché. Comment sont nées les Maisons de Marianne ? Alors, je vais essayer d'être rapide. Le groupe existe depuis 20 ans. Et un jour, donc c'était il y a bien 15 ans, je lisais donc Nice Matin et j'ai lu un article sur les marchés. Donc, comment se passe un marché en ville. Et donc, vous aviez un forain qui expliquait, marchand de légumes, qui expliquait que vous aviez les personnes qui arrivaient tôt le matin, les restaurateurs, etc., les familles qui étaient là pendant la journée. Et puis, en fait, en fin de marché, vers 1h de l'après-midi, vous aviez ce qu'il appelait, lui, la clientèle de 13h. Et quand le journaliste lui a posé la question, il lui a dit c'est les gens qui viennent faire les poubelles. Et donc, ils ont été chercher un exemple, et c'était une personne âgée qui avait le minimum vieillesse, qui payait 600 € par mois pour son loyer à Nice et qui donc ne pouvait faire qu'un seul repas par jour. Et donc là, évidemment, je me suis posé la question en disant mais est-ce qu'on peut avoir, pour des personnes qui ont de faibles revenus, des solutions alternatives au logement traditionnel ou à l'EHPAD, puisqu'en fait, il n'y avait pas vraiment de solution intermédiaire. Et donc, on a créé le produit comme ça, à une époque où le marché et où surtout la loi, je dirais, ne permettait pas ce type d'implantation. Moi, je suis parti d'un barème tout simple qui était de se dire, mais finalement, est-ce qu'on peut simplement faire appel au bon sens ? Et c'est sur cette base-là qu'on a créé la première. L'aventure dure, vous le disiez, depuis plus de 20 ans. Vous avez aujourd'hui à votre actif plus d'une trentaine de résidences intergénérationnelles. Quand est-ce que ça fonctionne, une résidence intergénérationnelle ? C'est quoi l'ingrédient magique ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de magie là-dedans. Moi, je considère toujours que la gestion de ces résidences, c'est favoriser les bonnes approches, les bonnes démarches et essayer de marginaliser les situations ou les comportements un petit peu limites. Quand on arrive à faire ça, effectivement, vous arrivez à créer une ambiance effectivement qui fonctionne. La deuxième chose, c'est qu'une personne âgée, le grand sentiment, la grande injustice qu'il peut y avoir, c'est ce sentiment d'inutilité. Leur redonner du sens, leur dire, mais finalement, même si vous êtes à la retraite, vous avez toujours de l'utilité, vous avez toujours des compétences qu'on peut mettre en jeu. Vous devenez d'ailleurs vous-même les animateurs d'une partie des activités de la résidence. Ça change beaucoup de choses. Le principe, c'est aussi de travailler aussi avec les jeunes de manière à ce que cette cohabitation puisse se passer de la meilleure des manières possibles. Et ça passe aussi par le fait de casser les codes, de faire qu'à un moment donné, une personne âgée ne se dise pas face à un jeune, cette personne, je ne peux pas communiquer avec elle. Donc ça, c'est tout le travail de nos animatrices. Je veux dire que les jeunes amènent plus de mobilité, plus de facilité aux personnes âgées. Les personnes âgées amènent de la stabilité, de l'expérience. Donc chacun a son... Du temps. Du temps. Donc chacun a sa pierre à l'édifice. Du partage. Voilà, exactement. Mais justement, si on essaye d'être un peu plus concret, parce que je pense que c'est important, vous le disiez, Véronique, tout à l'heure, une offre existe sur le marché de la résidence intergénérationnelle. Il y a beaucoup de produits qui existent déjà. Qu'est-ce que vous proposez de différent à travers les Maisons de Marianne by Claisance ? On s'engage sur la durée. On s'engage sur une permanence de liens, notamment de personnel de Maison Marianne Solidarité. C'est sur la longueur de pouvoir permettre de l'émergence et à la fois des projets et des envies et tous les liens avec la ville, et ça c'est important. Il ne suffit pas d'habiter les uns à côté des autres pour que ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Il y a un engagement des locataires aussi à vivre dans ce type de résidence. C'est aussi le phénomène de transmission, c'est-à-dire que la transmission va passer non seulement par les animateurs, mais surtout par les locataires les uns avec les autres, ce qui fait que quand quelqu'un de nouveau arrive dans la résidence, on va dire qu'il va se sentir peut-être plus que dans un immeuble traditionnel accueilli, accompagné. Ce qui est important aussi pour nous, nous sommes dans le cadre du logement social. Les locataires qui vont intégrer les Maisons Marianne by Claisance, c'était déjà le cas dans les Maisons Marianne, ce sont des locataires à ressources faibles, qui peuvent être très faibles, et on accueille le public du logement social. Et ils ne paieront rien de plus pour pouvoir habiter dans cette résidence, si ce n'est leur engagement à vivre avec les autres et à partager. Alors, je crois également qu'il est question d'embaucher un coordinateur ou une coordinatrice. Ça aussi, c'est pas neutre dans l'engagement. Alors, c'est là où effectivement c'est quelque chose. Donc, je laisserai la parole à Michel, mais pour moi, c'était fondamental de pouvoir proposer une solution de logement
qui pérennise effectivement la position des seniors dans des phases, on ne va pas dire de dépendance, mais de prédépendance, mais de le faire dans des conditions où ils n'avaient pas de charges particulières à payer. Et dans un autre temps, ne pas non plus aller charger les CCAS des communes, c'est-à-dire implanter une résidence en se disant les cas particuliers seront gérés par les services sociaux de la ville. C'est à nous de le gérer effectivement en interne. Donc c'est là où l'intervention de Michel dès l'ouverture des résidences est fondamentale. On travaille très étroitement avec lui. Justement, Michel Langlois, donc vous êtes le président de l'association Marianne Solidarité, qui est fondamentale dans ce projet Maison de Marianne by Claisance. Vous connaissez également très bien le secteur du logement social, puisque vous y intervenez depuis de nombreuses années maintenant. Comment ça fonctionne, cette association? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, le rôle de l'association, elle a été construite comment? Par la volonté, je dirais, de personnes. D'abord, à travers la Maison Marianne, qui a 2 ans, eh bien, cette association a été structurée autour d'un certain nombre de personnalités qui sont très engagées justement dans cette réflexion, pas simplement du domaine du vieillissement qui est fondamental, mais dans le domaine justement de l'accompagnement et de la vie. Cette association grandit comme toute association qui a vocation à amener un service et a été structurée tout dernièrement encore autour de personnalités de la société civile. L'association s'appuie sur le projet initial, ce qui a été bâti. Donc le projet initial, comme tout projet d'accompagnement, eh bien, il évolue dans le temps. Il n'est pas statique. On ne pourra pas avoir la même animation à Cannes qu'on l'aura ici ou qu'on l'aura à Marseille. On tient compte, comme vous le disiez et comme Éric le disait, il y a le phénomène culturel. Et l'animation, c'est des professionnels. Donc l'association, à travers l'expérience qui a été menée, embauche des professionnels de l'animation. Il n'est pas question de faire à bas niveau. C'est des professionnels qui sont là, certes, pour animer, le mot animateur veut dire, mais aussi écouter, entendre et permettre aux habitants eux-mêmes de promouvoir leurs souhaits. Donc je crois qu'il faut s'ouvrir, permettre d'entendre et puis aussi faire que les habitants soient acteurs aussi de leur animation. Tout le monde a un savoir-faire, tout le monde peut le transmettre. Je dirais qu'il n'y a pas de recette en la matière, c'est d'agir sur le projet, de le faire et de le faire vivre. Et le faire vivre, eh bien, c'est tous ensemble. Donc une palette de services qui évolue avec le temps, avec les envies, avec les opportunités. Aussi des services qui sont co-construits, qui sont imaginés, qui sont choisis par les habitants eux-mêmes. Je crois que ça, c'est important de le souligner. Vous avez envie de réagir, de compléter éventuellement ? Si je peux me permettre, Véronique, il y a un terme qui n'est... Enfin, je ne crois pas l'avoir entendu encore jusqu'à présent, qui est en fait finalement pour moi la finalité de l'exercice. Alors je vais prendre un raccourci, mais c'est le terme d'urbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose, quand on construit un immeuble, on l'insère dans une ville. Et que cette insertion, effectivement, elle passe par une inclusion dans un équilibre, dans une économie, et que notre mission, c'est justement de savoir s'intégrer là-dedans, c'est de savoir amener les besoins qui peuvent exister mais qui ne sont pas réalisés. Le principe, c'est justement, encore une fois, de ne pas oublier que le bien vivre passe par le fait de se sentir bien à l'endroit où on est, de ne pas se sentir exclu et de voir que, en fait, finalement, tout ce dont on peut avoir besoin existe ou finalement est développé directement sur place. Donc ça, c'est pour moi un travail qui est très important, qu'on doit entamer et qu'on doit accompagner avec l'aisance, qui est justement d'avoir ce raisonnement où, en réalité, on sort de notre immeuble. C'est-à-dire qu'on fait du logement social, on fait du logement intergénérationnel, mais l'objectif que l'on va avoir, ça va être tout un travail d'échange qui ne doit pas se limiter à nos propres locataires, qui doit aussi se faire au niveau de la ville ou de la commune où on s'intègre. Ça, c'est un discours que je tiens systématiquement auprès des élus avec qui on travaille en disant « Notre objectif n'est pas de créer un immeuble de plus dans votre ville, mais justement de participer à la vie de la ville ». Si je reprends les propos de Bernard Hasbrouck, qui est intervenu précédemment, finalement, les maisons de Marianne by Claisance, elles ont pour ambition de créer du lien social. Il n'y a pas une recette, c'est-à-dire on n'arrive pas en disant ben voilà, le menu c'est ça, et finalement vous avez ça à manger tous les jours. Voilà. Le principe c'est qu'on s'adapte, en fait on propose des choses. D'abord évidemment on va analyser la population qui va venir habiter, parce que ça on le sait déjà bien avant, et en fonction de ça, ça va être de travailler justement, c'est tout l'intérêt de ce partenariat avec les équipes de Claisance, de manière à commencer à proposer des solutions, et ensuite évidemment on écoute les locataires, on voit entre guillemets ce qui est souhaitable et pas souhaitable, et on s'adapte. Je pense que on a plus de responsabilité d'adaptation que les locataires, largement.
Alors on va tout de suite découvrir quelques images de présentation de ces maisons Marianne by Claisance. Véronique, peut-être avant de regarder ces images, un dernier mot. Ce projet devrait en appeler d'autres. En appeler d'autres, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons contractualisé, je dirais, avec Maison Marianne, créé cette marque ensemble, Maison Marianne by Claisance. Et demain, on va commencer à travailler. Nous avons déjà engagé quelques réflexions sur le logement des jeunes, qui est un autre enjeu, et comment répondre et s'adapter aux besoins et à la vie, justement, de ces jeunes générations qui ont d'autres besoins que ceux qu'on leur apporte, réponses qu'on leur apporte aujourd'hui. Donc ça sera notre prochain chantier. Très bien. Tout de suite, quelques images des maisons de Marianne by Claisance. Cette première édition d'En attendant le congrès se termine sur ces belles images. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des invités et à vous donner rendez-vous pour un prochain numéro.